des répliques où j'avais 80 signes à faire d'affilée. Et quand il faut en changer 4 et qu'ils sont bien réglés, c'est compliqué, quoi. Je ne vais pas les faire parce que je vais me tromper, j'ai oublié. J'ai encore quelques signes. Une bière, je sais que c'est comme ça. Un thé, c'est comme ça. Salut, c'est François Damias. Et voici mes rôles iconiques pour GQ. Dis, on t'a jamais appris à manger avec la bouche fermée, toi? T'as pas que j'ai cause, hein? J'ai l'impression d'être à côté d'un camion de poubelle qui travaille, moi, ici. Ton as va. C'est excessivement énervant d'entendre quelqu'un qui mange des chips pour celui qui la mange pas! Compris? Ben, c'est le réalisateur Olivier Van Hofstadt qui m'a contacté un an auparavant en me disant qu'il allait écrire un tournage et qu'il me proposait un rôle. Et j'ai cru que j'avais affaire à un peu à un mythomane, en fait. Il m'a dit le film sera produit par Besson. Moi, je n'avais jamais tourné au cinéma, donc je me suis dit, ben, vas-y, qu'il écrit déjà. Et puis il l'a écrit, puis il m'a rappelé un an après. Et visiblement, il avait trouvé le financement. Et puis j'ai trouvé le casting impressionnant. Et ben, je me suis lancé dans l'aventure. Et puis on a répété pas mal chez moi. Et ben, j'avais un tout petit rôle au début. Et puis mon rôle s'est étoffé. Et puis il est devenu Claudie Faucon. Maman, Claudia, l'appareil. Dis, je viens de me faire carjacker. Je dis, je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. Mais en fait, mon rôle avait été écrit majoritairement à partir de mes impros. Donc je ne suis pas tombé à la renverse quand je l'ai lu. C'est plutôt quand j'ai vu le film, j'avais été le voir avec Olivier Van Hofstadt et Luc Besson. Il m'avait proposé de venir le voir avec lui. Et je me suis rendu compte qu'on était quand même sur un dossier assez atypique, quoi. Et puis quand il est sorti, c'est vrai qu'on était à Cannes le présenter. Et là, c'est parti directement dans tous les sens, mais on ne savait pas où ça partait surtout. Mais c'est vrai que ça n'a pas été un grand succès au cinéma. Et c'est plutôt en DVD, parce que c'était quand même il y a 15 ans, et puis c'est passé sur les réseaux sociaux. Et puis il y a eu tout un merchandising autour, et encore là maintenant, récemment, j'ai vu il y a une semaine, 10 jours, qu'ils avaient sorti une bière avec ma tête dessus, avec marqué Dickeneck. Je me suis dit, tiens, ça continue. T'es tendu comme une crampe. Mais non, je suis pas tendue. Si t'es tendu. Bah non. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu que je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Tu me dis, oui, Claudie, c'est vrai, je suis tendu. Je suis pas à mon aise. Il faut que tu te laisses venir vers moi. Et je viendrai te chercher, t'inquiète pas. Bah, la situation était tellement grotesque et ridicule que c'est vrai que l'improvisation, dans ces cas-là, elle arrive facilement, quoi. Mélanie Laurent était dans une situation pour le moins inconfortable et moi j'avais l'air quand même d'un solide pervers, quoi, il faut dire ce qui est. Non, c'était pas difficile à tourner, c'était plutôt agréable à tourner. Une fois que la scène est là, après ça, c'est plutôt agréable, il y a le déguisement, il y a l'accoutrement, les coiffures, le maquillage, ça aide beaucoup. Ben non, c'est vrai que c'est plutôt sympa comme démarrage, quoi. Surtout quand c'est inattendu, quoi. De toute façon, ça arrive souvent comme ça, hein. Quand c'est prémédité, en général, ça marche pas. Alors, c'est des faux. Ah, j'ai quelque chose. Il a un jet. Mais ça veut pas dire qu'il est le pilote. Je me rappelle, Pascal Chaumet m'avait proposé le rôle. Et moi, je me suis dit, je vais pas aller camper que des Belges dans des films français. Je vais me faire étiqueter. Et puis, je vais m'enfoncer dans le rôle du Belge dans les comédies françaises. Donc, j'étais pas trop pour. Et puis, un jour, Vanessa Paradis et Romain Duris m'ont appelé. J'étais à un barbecue chez des amis. Et ils mangeaient avec Pascal Chaumet, le réalisateur. Et puis, ils ont insisté. Et puis, j'ai dit, bon, ouais, j'y vais. Et puis dès que je suis arrivé sur le tournage, on s'est vraiment très bien tous entendus. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'on s'est compris. Et puis je pense que le film était très bien écrit en l'occurrence. C'était ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent une comédie chic. J'ai directement su que c'était la bonne quand je l'ai vu. J'ai fait un espèce de sourire figé, je t'explique quoi. T'as pas fait ça, film? Non, je me rappelle, mais on a rigolé parce qu'on s'entendait vachement bien et il n'a pas du tout le même physique, la même corpulence. Il danse beaucoup mieux que moi. Il y avait ce côté burlesque et ridicule qui était très, très jouissif à jouer. Non, c'était plutôt agréable. J'avais déjà jamais imaginé être nominé un jour au César. Et puis en plus, on m'avait proposé de remettre un César.
Et donc c'était une soirée un peu spéciale. Je découvrais le théâtre du Châtelet, la cérémonie des Césars, remettre un César et puis être nominé, mettre son petit smoking. Et... Non, c'était une belle soirée, particulièrement réussie, en tout cas pour moi, quoi. Je suis habitué aux nominations, mais pas aux consécrations. J'ai encore jamais rien reçu. Enfin oui, des petits festivals en province, à Sarlat et à Thessalonique. On m'en parle pas tous les jours. Quand je l'aimais, ça fait des grumeaux. Mais quand Éric Lartigot me l'a proposé, c'était un peu l'ampleur de la tâche qui m'a fait peur. La langue des signes, apprendre la langue des signes, c'était très abstrait pour moi. Et puis je m'y suis mis, et puis j'ai constaté qu'en fait je devais connaître mon rôle, plus connaître le rôle de mes partenaires aussi. Enfin, les signes, entre guillemets, parce que sinon je ne sais pas quand je devais signer. Et puis j'ai appris ça en Belgique, en fait, la langue des signes en Belgique. Et puis après ça, on s'est aperçu que la langue des signes en Belgique n'était pas tout à fait la même que celle en France. Donc c'était déjà bien ancré dans ma tête, et donc il a fallu faire des changements. Et donc c'était un gros boulot. Mais après ça, je me rappelle que j'avais des répliques où j'avais 80 signes à faire d'affilée. Et quand il faut en changer 4 et qu'ils sont bien réglés, c'est compliqué, quoi. Je ne vais pas les faire parce que je vais me tromper, j'ai oublié. J'ai encore quelques signes. Une bière, je sais que c'est comme ça. Un thé, c'est comme ça. J'ai le vagin en feu, des champignons partout. Ça te gêne pas, toi? Je vais t'en faire une bonne poêlée, moi, de champignons, tu vas voir. Oh! Et non, c'était à jouer, c'était intéressant. Il y avait moyen de mettre beaucoup d'émotions. En fait, tout ce qui ne se voit pas, enfin, tout ce qui ne se dit pas, on peut le montrer différemment aussi, quoi. Moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait quand le dimanche midi, ils ont sorti la bande-annonce du film. Et avec Éric Lartigot, on s'appelait toutes les heures et on voyait le truc qui montait 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, 2 millions. Ça a terminé à plusieurs dizaines de millions. Et déjà, le dimanche soir, il y avait des millions de gens qui l'avaient vu. Alors, moi, j'y connais rien en chiffres, mais ils m'ont dit que c'est pas courant, quoi. Elle va où le mardi alors? Elle est allée voir Ahmed sûrement, faut pas vous inquiéter. C'est qui ça? Ahmed? Bah, c'est son copain. Qui celui-là? Tu le connais? Toi, t'es au courant? Pas vraiment, non. Et toi, tu le connais? En fait, j'ai fait plus de rôles dramatiques que de rôles comiques, en fait. Mais évidemment, par définition, les rôles dramatiques sont moins vus que les rôles comiques. Donc, parfois, on dit que j'en ai fait que 3-4, mais sur la totalité, j'en ai fait plusieurs dizaines, en fait. Ici, j'avais rencontré Thomas Wilguin il y a une vingtaine d'années, et je le suivais à travers son parcours de scénariste. Et c'est une des seules fois de ma vie où j'ai vraiment quémandé un rôle. Je lui dis, non, Thomas, je veux le faire. Tu me dis, je veux bien prendre la guitare, je veux bien perdre du poids, je veux bien me raser la tête, je veux bien faire tout ce que tu veux. Mais celui-là, j'ai vraiment envie de le faire, quoi. Et puis, il m'a rapidement annoncé qu'il me prenait. Le tournage aussi, c'était un tournage itinérant, c'était vachement... J'aime bien les équipes de films qui se déplacent. C'est énorme quand on connaît bien toute l'équipe technique, tous ses partenaires, tout ça. Après ça, jouer, ça prend une autre dimension, quoi. Bon, il habite où cet Ahmed? Ça, vous le savez? Oui, et puis j'étais très touché par l'histoire de ce père qui avait imaginé tout sauf que sa fille parte faire le djihad, quoi. Ben, étonnamment, j'ai eu plus de facilité à chanter qu'à jouer de la guitare, parce que la guitare, j'ai un vrai problème de coordination, en fait. Non, il n'y a pas de chut, vous la laissez tranquille. Tu bouges. Non, madame, vous ne bougez pas. Tu bouges. Non, personne ne bougera ici, on n'est pas votre chef. Vous avez un fameux problème, hein. Il vous manque une case en moins, vous, hein. Il me manque une case en moins. Oui. Dans quel Maintenant, sens? vous vous asseyez là et vous foutez la paix à tout le monde. Et taisez-vous. Et en fait, j'avais envie de faire, depuis longtemps, j'avais envie de faire un film où j'emmenais les gens dans une aventure, le spectateur dans une aventure, à travers des gens qui jouaient dans un film, mais à leur insu. Et je trouvais ça intéressant de faire un film évolutif où
où on a pris le temps, on a tourné pendant 1 an, et donc on avait une structure qui faisait une 30aine de pages, et puis après ça, on faisait on racontait notre histoire à travers les gens, et puis les gens nous, évidemment dans un carcan défini, faisaient évoluer l'histoire. Évidemment, l'histoire était importante, mais c'était surtout la prouesse expérimentale de faire ça et d'essayer de toucher les gens à travers un processus qui n'est pas habituel. Ici, j'arrive, vous me mettez un micro. Là, quand on piège quelqu'un, on ne peut pas lui mettre un micro. On ne sait pas où cette personne va se diriger. On piège quelqu'un dans un garage quand il va avoir peur ou quand il va s'énerver, on ne sait pas où il va passer. Par exemple, la scène des beaux-parents, quand je piège les beaux-parents de ma nouvelle copine, il a fallu faire un casting avec des gens qui n'étaient pas comédiens et qui n'étaient pas en couple et qui pouvaient ne pas en parler à leurs parents pendant 6 mois s'ils rencontraient quelqu'un, mais quand même en parler les 3 semaines avant le tournage, je me dis j'ai rencontré quelqu'un. Enfin, c'était un truc. Et puis les parents arrivaient, mais c'était dans une espèce de villa, maison, dans un quartier résidentiel. Il ne fallait pas que on en a piégé une dizaine en une journée, et chaque fois 1 heure, mais il ne fallait pas qu'ils se croisent, alors qu'il y avait des crises de nerfs dans la rue. Il fallait vite On ne savait pas quand ils allaient arriver, parce que les gens, parfois, ils viennent manger. On avait commencé le matin, c'était apéro, dîner, tarte, apéro, dîner. Enfin, et parfois, les gens arrivent en avance. Mais s'ils arrivent en avance, c'est foutu. Et, donc c'était une usine à gaz. Et puis, on tourne, mais quand on tourne, on déplace l'éclairage en fonction de la lumière, de l'inclinaison du soleil. Là, on ne pouvait pas. La purée ou pas? Oh! De quoi? Purée ou pas? Vous voulez de la purée? Oui. Oui. Et puis dans mon kit, j'avais un personnage unique qui devait tenir tout le long du film et raconter une histoire dans les caméras cachées. C'est complètement différent. Pendant une caméra cachée, je fais plusieurs personnages différents et je ne dois pas raconter d'histoire, c'est juste, ça peut être n'importe quoi. J'y crois pas. Je suis venu pour te voir. T'es bon tournage? Non. C'est l'histoire d'Alain qui est un acteur à qui on propose un rôle d'interprétation du chanteur Jacques Brel. Il se rend très vite compte au début du film qu'il a chopé une maladie. Ça, plus le fait qu'il ne se sent pas à l'aise dans le rôle, dans le biopic de Brel, il décide de quitter le tournage. Et en fait, c'est une espèce de parallèle ou de mise en abîme de la fin de la vie de Jacques Brel avec sa propre vie, quoi. C'est le cinéma qui les sépare, parce que le père, entre guillemets, mon rôle, en l'occurrence, d'Alain dans le film, n'a pas vu grandir sa fille, du fait de son métier d'acteur. Et quelque part, après ça, une fois qu'il retrouve sa fille est quelque part passionnée de cinéma et a envie de devenir actrice. Et donc c'est le cinéma qui les a éloignés et qui les rapproche quelque part. De toute façon, je sais faire que ça. Pas grand-chose finalement. Mais pas grand-chose, c'est déjà mieux que rien. Bah oui, mais je pense que n'importe qui en a un jour ou l'autre marre de son boulot et a envie de se casser et de foutre le camp. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut toujours essayer de s'étonner, de se mettre en danger. Dès qu'on rentre dans une certaine forme de routine, si on manque un peu de courage, ben, quelque part, on s'enfonce et puis on devient frustré. Et quand on devient frustré, ben c'est un peu le début de la fin. On le fait payer à son entourage et puis on commence à mal faire son boulot aussi. Et quand on le fait pas avec le cœur, ben, donc je pense que la mise en danger, Brel disait, il est urgent d'être imprudent. Je pense qu'il a raison, quoi. C'est important de se foutre la trouille. Et ça parle aussi de ça, je pense. Non, mais j'essaie, quand je lis un scénario, d'aller vers des rôles qui me font un peu peur. Les rôles évidents où on me demande de faire ce que j'ai déjà fait. J'ai l'impression, en lisant le scénario, que le film est déjà fait. Enfin, j'ai l'impression que ça n'a aucun intérêt. Et puis je me dis, c'est tellement peu étonnant de la part du réalisateur de me le proposer, que je le vois déjà trop sur le tournage, me dire, bon, bah, toi, tu sais, tu fais ce que tu veux, c'est pas ça faire un film. Moi, j'aime bien être dirigé par quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, quoi. Merci JQ, c'était François Damiens. Un tout gros bisou. Ciao, ciao.